tandis que Néron s'abandonne au sommeil, faut-il que vous veniez attendre son réveil? Qu'errant dans le palais sans suite et sans escorte, la mère de César veille seule à sa porte. Madame, retournez dans votre appartement. Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment. Je veux l'attendre ici. Les chagrins qu'il me cause m'occuperont assez tout le temps qu'il repose. Tout ce que j'ai prédit n'est que trop assuré. Contre Britannicus, Néron s'est déclaré. L'impatient Néron cesse de se contraindre. Là de se faire aimer, il veut se faire craindre. Britannicus le gêne, Albine, et chaque jour, je sens que je deviens importune à mon tour. Quoi? Vous à qui César donne le jour qu'il respire? Qu'il avait amené de si loin à l'Empire? Vous, qui déshéritant le fils de Claudius, avez nommé César l'heureux Domitius? Vous lui parle, madame, en faveur d'Agrippine. Il vous doit son amour. Il me le doit, Albine. Tout, s'il est généreux, lui prescrit cette loi. Mais tout, s'il est ingrat, lui parle contre moi. S'il est ingrat, madame, toute sa conduite marque dans son devoir une âme trop instruite. Depuis 3 ans entiers, qu'a-t-il dit, qu'a-t-il fait, qu'il promette à Rome un empereur parfait? Rome, depuis 2 ans, par ses soins gouvernée, autant de ses consuls croient être retournés, il la gouverne en père. Ainsi Néron naissant a toutes les vertus d'Auguste vieillissant. Non, non, mon intérêt ne me rend point injuste. Il commence, il est vrai, par Ophinie Auguste, mais crains que, l'avenir détruisant le passé, il ne finisse ainsi qu'Auguste a commencé. Ai-je mis dans sa main le timon de l'État pour le conduire au gré du peuple et du Sénat? Ah, que de la patrie il soit s'il veut le père, mais qu'il songe un peu plus qu'Agrippine et sa mère. De quel nom cependant pouvons-nous appeler l'attentat que le jour vient de nous révéler? Il sait, car leur amour ne peut être ignoré, que de Britannicus Junie est adorée. Et ce même Néron que la vertu conduit fait enlever Junie au milieu de la nuit? Que veut-il? Est-ce haine? Est-ce amour qu'il inspire? Cherche-t-il seulement le plaisir de leur nuire? Ou plutôt, n'est-ce point que sa malignité punit sur eux l'appui que je leur ai prêté? Vous leur appuyez, madame. Arrête, chère Albine. Je sais que j'ai, moi seule, avancé leur ruine. Que du trône où le sang l'a pu faire monter, Britannicus par moi s'est vu précipiter. Néron jouit de tout, et moi, pour récompense, il faut qu'entre eux et lui je tienne la balance, afin que quelque jour, par une même loi, Britannicus la tienne, entre mon fils et moi. Quel dessein! Je m'assure un port dans la tempête. Néron m'échappera si ce frein ne l'arrête. Mais prendre contre un fils tant de soins superflus? Je le craindrai bientôt, s'il ne me craignait plus. Une juste frayeur vous alarme peut-être, mais si Néron, pour vous, n'est plus ce qu'il doit être, du moins ce sentiment ne vient pas jusqu'à nous, et ce sont des secrets entre César et vous. Quelques titres nouveaux que Rome lui défère, Néron n'en reçoit point qu'il ne donne à sa mère. Sa prodigue amitié ne se réserve rien. Votre nom est dans Rome aussi saint que le sien. À peine parle-t-on de la triste Octavie. Auguste, votre aïeul, honora moins Livie. Néron, devant sa mère, a permis le premier qu'on portât les faisceaux couronnés de laurier. Quel effet voulez-vous de sa reconnaissance? Un peu moins de respect et plus de confiance. Désolée pour le retard. Ouais, pas de soucis. Bon alors, j'ai corrigé ta traduction, et c'est pas mal, mais t'as vraiment un problème avec la conjugaison anglaise. En fait, tu fais des fautes pratiquement à chaque fois. Donc,
Non, je sais pas. Une impression. Tiens, prends le stylo. Sors une feuille, on va corriger ce que t'as fait. Putain, je m'excuse. Là, je t'ai dit d'arrêter de m'appeler, je crois, non? T'es allé trop loin la dernière fois. Écoute, la prochaine fois que tu m'appelles, je vais poser une main courante contre toi, connard. Donc, là, tu écris I would liking to be. Pour traduire, j'aurais aimé être. Donc ça ne veut rien dire. Merci. Non. À part que tu n'es pas bilingue, non. Bah ouais, mais bon, c'est compliqué quoi. Mais non, c'est pas compliqué. Ça fait 6 mois qu'on est là-dessus. Donc moi, je suis désolée si tu me sors des conneries pareilles. Je me dis que le travail qu'on fait ensemble, il sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, mais bon, voilà quoi. Mais bon, enfin quoi? Tu fais rien après les cours? Bah si. Bah non. Dis pas si. Ou alors t'es bête. Attends, excuse-moi, c'est pas parce que tu t'es fait larguer hier soir que tu dois mal me parler. Donc, là tu écris I would liking to be. On a fait un cours entier sur will et would, bien moi, tu te souviens? Ouais, je me souviens. Ouais. Donc, pour traduire j'aurais aimé être, tu mets will et tu mets would. C'est pas possible. Tu peux pas mettre les deux, il faut en choisir un. Ah bon? Bah oui. Bah juste tu réfléchis et tu me dis lequel. Oui, C'est quel temps will redit? le futur. En effet, et j'aurais aimé être. C'est le futur aussi? Oui, en effet. Et donc, qu'est-ce que tu choisis entre will et would pour traduire j'aurais aimé être? Oui. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est would. Oui, c'est would. Bah oui, bien sûr. Oui, c'est Très would. bien. Oui, would. Donc, would. Ensuite, tu mets liking to be. C'est pas possible de mettre ing dans cette forme conjuguée. Ah ouais, Non, c'est pas possible. t'es sûr? Oui, je suis sûre. Ah bon? Ouais. C'est marrant parce que dans une chanson que je connais, à un moment donné, il dit liking, donc c'est pour ça que j'ai mis ça là. Ouais, mais en fait, on s'en fout. Enfin, tu vois, on va pas prendre pour référence un mec qui chante des chansons débiles. Donc moi, je suis ta prof et je te dis que c'est pas possible, donc tu m'écoutes, ok? Ok, ouais. Donc, Mais pourquoi? bah je sais pas. C'est comme si tu me dis pourquoi la Terre elle tourne autour du Soleil. Et ben elle tourne, voilà, c'est tout. En fait, il y a une raison. La Terre, elle tourne autour Mais du soleil. putain, mais tu s'en fout, c'est grave. Juste, je te dis que c'est pas possible, donc tu m'oublies d'agir. Donc, une fois que t'as viré tout ça, ça te fait I would like to. Allô? Ouais, ça va? Ouais. Ouais. Je suis en cours là. Je te rappelle après. Allez, Zoubidi! Pardon. Je t'ai pas permis de répondre, vas-y. Mais ça va, t'as un coup de tien tout à l'heure. Mais putain, mais je suis ma prof, toi! Je suis ta prof! Vous me saoulez, c'est nul, ça redit, c'est de la merde, connard! Je suis désolée, je suis folle. Écoute, on va arrêter le cours là et on reprendra la semaine prochaine. Et bien sûr, tu ne dois rien pour aujourd'hui. We are going to stop the curse and you don't give me nothing for today and we will see again next week. C'est plein de fautes. Plein de fautes, Rudy. On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas et qui sans doute est belle. Quoi? Je vous épousé Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessin. Votre père, madame. A changé de visée.
La chose vient par lui de m'être proposée. Quoi? Sérieusement? Oui, sérieusement. Il s'est pour cet hymen déclaré hautement. Et quel est le dessein où votre âme s'arrête, madame? Je ne sais. La réponse est honnête? Vous ne savez? Non. Non. Que me conseillez-vous? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez? Oui, Tout de bon. sans doute. Le choix est glorieux, et il vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. N'aurait pas grand-peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner en a souffert votre âme. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. C'est donc ainsi qu'on aime? Et c'était tromperie quand vous... Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on me veut présenter. Et je déclare, moi, que je prétends le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Ne vous excusez point sur mes intentions. Vous aviez pris déjà vos résolutions, et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il est vrai, c'est bien dit. Sans doute. Et votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas, permis à vous d'avoir cette pensée. Oui, oui, permis à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en un pareil dessein. Et je sais où porter et mes vœux et ma main. Ah, je n'en doute point. Et les ardeurs qui excitent le mérite. Mon Dieu, laissons-là de mérite. J'en ai fort peu sans doute, et vous en faites foi. Et j'espère aux bontés qu'une autre aura pour moi. Et j'en sais de qui l'âme, à ma retraite ouverte, consentira sans honte à réparer ma perte. La perte n'est pas grande. Et de ce changement, vous vous consolerez assez facilement. J'y ferai mon possible. Et vous le pouvez croire. Un cœur qui nous oublie engage notre gloire. Et il faut à l'oublier mettre aussi tous nos soins. Si l'on en vient à bout, on le doit feindre au moins. Et cette lâcheté jamais ne se pardonne de montrer de l'amour pour qui nous abandonne. Ce sentiment, sans doute, est noble et relevé. Fort bien. Et là chacun, il doit être approuvé. Et quoi? Vous voudriez qu'à jamais dans mon âme je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme? Et vous visse à mes yeux passer en d'autres bras sans mettre ailleurs un cœur dont vous ne voulez pas? Au contraire, pour moi, c'est ce que je souhaite. Et je voudrais déjà que la chose fût faite. Vous le voudriez? Oui! C'est assez m'insulter, madame. Et de ce pas, je vais vous contenter. Fort bien. Souvenez-vous au moins que c'est vous-même qui contraignez mon cœur à cet effort extrême. Oui? Et que le dessein que mon âme conçoit n'est rien qu'un autre exemple. À mon exemple, soit! Suffit! Vous allez être à point nommé, servi. Tant mieux. Vous me voyez, c'est pour toute ma vie. À la bonne heure. Hein? Quoi? Ne m'appelez-vous pas? Moi? Vous rêvez? Eh bien, je poursuis donc mes pas. Adieu, madame. Adieu, monsieur.
Marthe, Qu'est-ce qu'elle a fait? je t'aime. Parfaitement. Je la connais, tu me la fais tous les dimanches. Ah, alors tu ne veux pas? Non, Tu es ridicule. Je te demande un peu ce que ça pourrait te faire. ça me fait que je ne veux pas. Ah, Oui. Marthe, Après. je t'aime. Oui, je te dis. C'est rigolo que ce soit la même comédie chaque fois que nous avons mangé à la campagne. Si le grand air m'inspire, moi. Le grand air. Qui m'a l'air grand air. D'or. Marthe, je t'aime. Ah, tiens-toi tranquille, hein. Tu vas pas recommencer tes bêtises et me geler avec tes sales pattes. Confesse la vérité, Marthe. Tu ne crois pas à mon amour? Pas un instant. J'en étais sûr. Mon Dieu, que c'est donc malheureux de se voir méconnu ainsi. Tu es pourtant la seule que j'ai jamais aimée. Et la 78e à laquelle tu l'ai jamais dit. À cela, par exemple, jamais. Menteur. Marthe, je te le jure. Certainement, j'ai eu des maîtresses. Et la passion, comme à tous les hommes, m'a fait lâcher bien des bêtises à certaines heures de ma vie, mais quant à avoir dit je t'aime à une femme, jamais, tu entends bien, jamais. Sale bête, sale type. René, je t'en prie, sois raisonnable. Dieu, que tu es enfant. Quoi? Tu veux m'embrasser, hein? Eh bien, embrasse-moi. Là. Assez. Alors, dis donc, c'est bien vrai? Quoi? Tu n'en as jamais aimé d'autres? Veux-tu que je te le jure? Non, ne jure pas. Mon chéri, je te crois. Même si tu savais ce que les mauvais souvenirs laissent aux mauvaises jeunesses, et à quel prix on voudrait les racheter. Tiens, quand je remonte mon passé, il me semble que je mords dans un artichaut cru. Comme je te comprends. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprendras jamais. Tu ne peux pas comprendre. Car celui-là seul, qui a foulé du pied le sable aride du désert, peut goûter la fraîcheur exquise de l'oasis. L'oasis. Le proverbe a bien raison, va, qui dit « Si jeunesse savait, mais voilà le malheur, jeunesse ne sait pas. » Et c'est comme cela, hélas, qu'on arrive à l'été de la vie, de la Saint-Martin quelquefois, sans avoir connu cette chose ineffablement délicieuse qui s'appelle le printemps. C'est bête, hein, ce que je te dis là. Bête. Tu ne trouves pas? Dieu non, je ne trouve pas. Vois-tu, derrière mes airs d'épateur, j'ai toujours été un sentimental. Je suis, sans que cela y paraisse, tout ce qu'il y a de plus enfant. Veux-tu que je te dise? Je m'en étais toujours doutée. Même, je t'avouerais bien quelque chose, mais tu te moquerais de moi. Non, je te le jure. Eh bien, ce qu'il faut que je t'aime pour braver la pudeur d'une telle confession, eh bien, l'idée que j'ai pu appartenir à d'autres femmes que toi, Marthe, suffit à me donner des nausées.
Oh, tu ferais de moi tout ce que tu voudrais avec de telles paroles. Non, sois sage, René, sois sage, je t'en supplie. Pourquoi? Parce que... Ce n'est pas une raison. Si, Non. si, ne fais pas la bête. Depuis, je sais tellement bien comment cela se terminerait. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne te connais pas, peut-être. Ah, non. Non, tu ne me connais pas. La preuve que tu ne me connais pas, c'est que si tu me connaissais, tu ne dirais pas que tu me connais. Voyons, Marthe. Mais ne remue pas comme ça. Tu es là, tu fais le verre coupé, c'est ridicule. Marthe, mon trésor, mon amour. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Oh mon Dieu, si maman me voyait. Elle qui me croit à l'atelier en train de faire des heures en plus. Elle nous bénirait, ma chérie. Comme Dieu, en ce moment même, nous bénit. Ah, tu es sûr que Dieu nous bénit? Ça crève les yeux d'évidence. Fais bien attention à moi. Regarde s'il ne vient personne. Dis, nous nous tirions des pieds. Pardon ça commence mal. Donc pour cette deuxième partie de programme qui clôture notre année, donc c'est un programme différent, sauf que pas tout à fait, puisque nous allons reprendre Vania en rajoutant la scène Sonia-Elena. À ce propos, même si le nombre de scènes que vous avez pu voir l'autre jour, ceux qui étaient là, est à peu près le même que ce soir, il y a des scènes qui sont un petit peu plus longues ce soir. Donc on va essayer de ne pas perdre de temps, et je vais faire court. On commence par Calafert. Voilà un extrait de Calafert qui va durer, n'ayez pas peur, un petit quart d'heure. Et on va finir avec Jean-Luc Lagarde, qui va faire un peu moins, enfin vers 12 minutes, quelque chose comme ça, avec des scènes beaucoup plus courtes. Voilà, il y en aura pour tous les goûts. Et puis voilà. Donc les consignes, on éteint les portables. Il y a une caméra qui filme, donc il y aura des témoignages éventuellement. Et puis bah, écoutez, bonne soirée. Et selon la formule consacrée, place au théâtre. Écoutez, écoutez, chut, chut. C'est lui, c'est lui, C'est lui. Ce n'est pas lui, Qu'est-ce que tu en sais? je le sais. Je l'entends, mes chéris, je l'entends. Papa! C'est peut-être lui. C'est peut-être bien lui cette fois, maman. Je crois, mes chéris, je crois bien. La putain, l'asthmatique, le danseur, le croque-mort, la boulotte, mais pas papa! Le croque-mort, le danseur, la putain. Toute la baraque, mais pas papa! Elle devrait pourtant le savoir depuis le temps. Depuis le temps! Ça n'est jamais papa! Jamais papa! J'ai toujours fait mon possible dans la mesure du possible. Pour vous tous, mes chéris. Et c'est dur pour une femme seule. Si seulement papa venait, quel soulagement ça serait, mes chéris, pour moi. C'est si dur,
Si dur pour une femme seule. Et pour un homme seul, ce n'est pas dur? Tais-toi! Tu sais pas ce que tu dis! Tout ce qu'il m'a fallu endurer, j'en ai eu mon compte. Comment faire autrement? Il fallait tenir. J'ai tenu bon, sans personne à qui me confier. J'ai pleuré plus souvent qu'à mon tour. Vous étiez trop petits, mes chéris, pour comprendre. Maman était seule. J'ai pris mon courage à deux mains. C'était mon lot. Voilà, mon lot. C'est vachement dur. Tout ce que tu as fait, maman, Je n'étais pas plus forte qu'une autre, ça non. Pas plus forte qu'une autre. tout le monde ne l'aurait pas fait. Hein. Je ne demande pas de reconnaissance. Nous te sommes reconnaissants, maman. Titi, ma chérie. Ma chérie maman. Moi aussi, je suis reconnaissant. Cet enfant a un cœur d'or, n'est-ce pas, Titi? Oui, maman. Viens m'embrasser, mon chéri. Oui, maman. Mon grand, ne mets pas tes pieds sur le canapé, je te l'ai dit 5 fois. Ça lui est bien égal le mal qu'on se donne pour tenir propre. Je te l'ai dit, maman, il n'enlève même pas ses chaussures quand il se met sur le divan pour lire. Déchausse-toi quand tu te mets sur le divan. On voit bien que c'est pas lui qui nettoie. Pense un peu aux autres. Il y a déjà beaucoup à faire comme ça dans la maison pour ta sœur et moi. Des fois, il frotte ses chaussures avec le couvre-lit, maman. Je l'ai vu faire. Il faut nous entraider et que chacun y mette du sien. Sinon, ça n'est pas possible, mon grand, tu dois bien comprendre. Justement, ça n'est pas possible. Il détourne la conversation, maman. Allez-y, lavez, brossez, frottez, allez-y, briquez, fourbissez. Rien à faire, rien à faire. Ça sera toujours crasseux et compagnie. On n'y peut rien. Ça colle, ça bouffe, ça glue. Il y a 1000 ans, 10 000 ans, des millions d'années de grâce. Personne n'en viendra jamais à bout. Alors vous me faites bien rigoler avec votre couvre-lit. Je t'assure, mon grand, que ta sœur et moi, nous faisons pourtant le maximum pour que notre intérieur soit le plus coquet possible. N'est-ce pas, Titchi? Il nous prend pour ses bonnes, c'est simple. Oh merde. L'autre jour, c'est lui qui a cassé le gros vase. C'est vrai, ça, mon grand? Je l'ai vu. Mais pourquoi tu dis que c'était Minet, mon grand? J'étais sûre que c'était lui. Petite bête, je l'ai battue à tort. Minet. Minet. Quelqu'un a entendu laisser la porte ouverte. Moi, j'y fais toujours attention, maman. Pas toujours. Hier soir, tu l'avais laissée ouverte. C'est moi qui l'ai fermée. Menteur. Si, tu l'avais laissée ouverte. Hier soir, quand, hein? Hier soir. Je te jure que c'est pas vrai, maman. J'ai toujours peur que Minet aille dans la rue et ça s'écrase à cause de moi. C'est moi qui ai ramené Minet à la maison. C'est vrai, Titchi. Tu l'aimes beaucoup. C'est vrai, c'est elle qui a ramené Minet à la maison. Minet. Si Minet se faisait écraser, est-ce qu'il irait au ciel voir pauvre Titch? Oui, mon chéri. Et nous, quand on sera mort, est-ce qu'on ira avec Minet avec pauvre Titch? Oui, mon chéri. Pourquoi il faut être mort pour aller au ciel? Qui veut répondre à ça? Mais moi, ou Titchi, n'importe qui peut répondre à ça, mon grand. Il n'arrête pas de chercher des histoires pour rien. On écoute? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué là-dedans? C'est lui qui complique toujours tout. Nous la paix, toi. Oh, si j'étais maman, il y a longtemps que je t'aurais remis à ta place. Alors? Qu'est-ce que tu m'as demandé, mon chéri? Il te demande pourquoi il faut être mort pour aller au ciel. Tu m'énerves, toi. Tu m'énerves à la fin. Tu ne sais pas, maman? Si, je le sais. Bien sûr que je le sais. Il faut être mort pour aller au ciel. Parce que c'est comme ça depuis toujours, c'est tout. Et toc! Mais vous êtes tous maboules là-dedans ou quoi? Pas la peine de crier, hein. Moi aussi, je peux crier aussi fort que toi. Moi aussi, je peux crier. Mais chérie, vous avez entendu? Oui, maman. On a sonné. Nous n'attendons personne. Personne ne vient jamais nous voir, n'est-ce pas, Titchi? Non, maman. Personne. Ça ne peut pas être lui. Papa! Laisse, mon chéri. C'est maman qui doit aller ouvrir. Je suis toute glacée, maman. Titchi, est-ce que tu t'es bien?
Regarde le chiffon poussière que tu as laissé ce matin, range-le vite. Et prends mon grand bouton au moins ta chemise. Est-ce que tes mains sont propres, mon chéri? Tu es tout décoiffé. Et tu vois, mon grand, avec tes pieds sur le divan, Titi, arrache un peu le fil du couvre-lit vite. Je me tue à répéter qu'on aurait dû reclouer le divan, le pied du divan. On ne m'écoute pas, on ne m'écoute pas. Comme si tu n'avais pas pu faire ce petit travail, mon grand. C'est si peu de choses. Si on laisse tout aller, tout s'abîme. C'est fatal. C'est fatal. Qu'est-ce que c'est que ça? Ton mouchoir. Mon chéri, je ne sais pas ce que tu fais de tes affaires. Mon Dieu, la brosse, Titi, où est la brosse? Mais son fauteuil, son fauteuil. Donne vite un peu de brosse. Voilà. Dans le sens du tissu. C'est... Il n'a jamais permis à personne de s'y asseoir. Personne n'aurait jamais osé. Il a l'air comme neuf. Comme ça, il verra tout de suite, au premier coup d'œil, que personne ne s'est jamais assis dedans. Et il comprendra que nous n'avons jamais cessé de l'attendre. Voilà. C'est bien comme ça. Et maintenant, il faut aller ouvrir. Je crois que je ne vais pas pouvoir y aller, c'est au-dessus de mes forces. Vas-y, toi, Titi. Oui, maman. Il y avait personne, maman. Nous avons peut-être trop tardé. Il a dû croire que nous n'étions pas là. Tu crois qu'il va revenir? Sûrement, mon chéri, sûrement. Puisqu'il est venu et qu'il ne nous a pas trouvés, il reviendra sûrement. C'est qu'il veut nous voir. C'est un storm. Quel coup ça a été? Je ne me sens pas bien. Assieds-toi, maman. Cette fois, j'ai bien cru que c'était lui. On a sonné, mes chéris, on a sonné. Qui ça peut-il bien être? Nous n'attendons personne, n'est-ce pas, Titi? Non, maman, personne. Les Titi n'attendent jamais personne. Alors c'est lui, mes chéris. Vite, vite, boutonne ta chemise. Et toi, avec tes pieds ramasse sous vos choix. Titi, est-ce que tout va bien? Le pied du divan se débile. Allez, brosse, Titi, brosse, brosse, brosse. Pour le cul de papa. Il y en a marre de l'attendre. Ouais, il y en a marre. Et en attendant de se laver les mains, de reboutonner sa chemise, de clouer les divans, et de brosser cette saloperie. Et regardez-moi cette saloperie, cette bon Dieu de saloperie, qui bouffe toute la place, et où jamais personne n'a le droit de poser ses fesses. Ça, oui, il y en a marre, tu l'as dit. Attendez, attendez, tout doucement. Crevez en attendant. Moi, je n'attends pas. Je n'attends rien. Je me démerde comme je peux, tout seul. Et maintenant, regardez bien. Je vais m'asseoir sur le trône de papa. Il va le faire, maman. Il va le faire. Il ne le fera pas, Titi. Je ne le ferai pas. Qu'est-ce que vous pariez? Il ne le fera pas, il ne le fera pas. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça, toi? Si tu fais ça, Il ne le fera pas, il ne le fera pas. Faites qu'il ne le fasse pas. Moi, je ne le ferai pas, maman. Et puis d'abord, qu'est-ce que j'en ai à foutre de cette grosse saloperie? Ça, je le savais, Titi, je le savais. Ça ne m'intéresse pas. moi à ta place, maman. Tais-toi, Titi, tais-toi. Mais maman. Tu devrais sortir un peu, mon grand. Tu ne sors pas assez. Je me fous de la tête, je vais dormir. D'ailleurs, nous devrions tous sortir un peu plus. Les gens sortent à notre époque, même ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ce n'est pas la première fois que je me le dis. Je crois qu'une petite sortie de temps en temps, ça ne nous ferait pas de mal. C'est pas bon non plus de rester trop enfermés. C'est vrai, nous ne sortons jamais. Après tout, qu'est-ce qui nous en empêche? Les autres le font bien, ils ne sont pas plus riches que nous. Oui, puis nous ne sommes pas obligés d'aller très loin. Ça serait juste ensemble pour nous changer un peu les idées. Qu'est-ce que tu en penses, mon grand? Je dors. Lui, il s'en fiche, maman. Il a vu la mer en colonie de vacances. Moi aussi, je l'ai vu. Avec papa. C'est comment la mer? Flotte et compagnie. La mer, c'est bien. Parce qu'il y a l'air marin. Moi, je la vois toute bleue. Toute bleue. J'ai vu une tempête une fois avec papa. Ça ne s'explique pas, il faut l'avoir vu. Quand est-ce qu'on ira, maman? Je vous y emmènerai, mes chéris. Il n'y a pas de raison. De nos jours, tout le monde va à la mer. J'apprendrai à nager. Je crois que j'aurais trop peur pour apprendre à nager. Tout le monde devrait savoir nager de nos jours. C'est une seule chose qui peut toujours servir un jour ou l'autre dans la vie. Si on ne sait pas nager, on est foutu. Tu sais nager, toi, maman? Personne ici ne sait nager. Je le regrette bien. Si c'était à refaire, j'apprendrais. Il faut apprendre quand on est jeune, c'est comme ça qu'on apprend le mieux.
Papa avait commencé à apprendre à pauvre Titch sur une chaise. Il savait déjà faire tous ses mouvements quand il est mort, pauvre Titch. Il était très sportif. Et avec son intelligence, il apprenait tout ce qu'il voulait sans mal. Ce serait sûrement devenu quelqu'un. Papa le disait toujours. Pauvre Titch, c'est un enfant qui deviendra quelqu'un dans la vie. S'il n'était pas mort, pauvre Titch. Je veux étudier, maman. Oui, mon chéri. Il va écorcher la tapisserie avec ses souliers. Ne recommence pas, mon grand, tire tes pieds, tu vas écorcher la tapisserie. Il n'a qu'à s'échausser. Titch a raison. On ne se couche pas avec ses chaussures. Je me demande où t'as pris ses manières. Vous vous laissez même pas vos pieds tranquilles, c'est pourtant dimanche, nom de Dieu. C'est vrai que c'est dimanche. Je ne sais même plus comment nous vivons. Comme des morts. Ne dis pas de bêtises, mon grand. Comment c'est quand on est mort? Noir, pourriture, fini, réglé, zéro. Mais au moins là on peut vos pieds tranquilles, sans qu'on vienne vous emmerder toutes les 5 minutes. Je ne veux pas être mort, je ne veux pas être mort. Tu vois ce que tu fais? On t'a pas demandé si tu voulais être vivant. Quel rapport ça a? C'est uniquement pour se rendre intéressant. Je ne comprends jamais rien à ce que tu dis. Tu vois, Titchu, comme c'est bizarre. Je m'étais toujours dit qu'il viendrait un dimanche. Ça ne t'a pas trompé, maman. C'est drôle, mes intuitions me trompent rarement. Ça a toujours été comme ça depuis que j'étais toute petite. C'est quoi des intuitions? Pour ça, je te ressemble. Depuis toute petite, j'ai souvent l'intuition de ce qui va arriver. Qu'est-ce que c'est l'intuition? Reste un peu tranquille, tu vois bien que nous parlons avec maman. Je ne comprendrai pas, mon chéri. Joue avec tes voitures. Oui, maman. Nous nous ressemblons beaucoup, toutes les deux, ma chérie. Et moi, à qui je ressemble? Tu me ressembles aussi, mon chéri. Nous nous ressemblons tous. Je suis content d'être un Titch. Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Et cette chose, moi, je peux vous la fournir. Car si je suis à cette place depuis plus longtemps que vous, et pour plus longtemps que vous, et que même cette heure, qui est celle des rapports sauvages entre les hommes et les animaux, ne m'en chasse pas, c'est que j'ai ce qu'il faut pour satisfaire le désir qui passe devant moi. Et c'est comme un poids dont il faut que je me débarrasse sur quiconque, homme ou animal, qui passe devant moi. C'est pourquoi je m'approche de vous, malgré l'heure qui est celle où d'ordinaire l'homme et l'animal se jettent sauvagement l'un sur l'autre. Je m'approche, moi, de vous, les mains ouvertes et les paumes tournées vers vous, avec l'humilité de celui qui propose face à celui qui achète, avec l'humilité de celui qui possède face à celui qui désire. Et je vois votre désir, comme on voit une lumière qui s'allume à une fenêtre tout en haut d'un immeuble dans le crépuscule. Je m'approche de vous, comme le crépuscule approche cette première lumière, doucement, respectueusement, presque affectueusement, laissant tout en bas dans la rue l'homme et l'animal tirer sur leur laisse et se montrer sauvagement les dents. Non pas que j'ai deviné ce que vous pouvez désirer, ni même que je sois pressée de le connaître, car le désir d'un acheteur est la plus mélancolique chose qui soit, qu'on contemple comme un petit secret qui ne demande qu'à être percé et qu'on prend son temps avant de percer, comme un cadeau que l'on reçoit emballé et dont on prend son temps à tirer la ficelle. Mais c'est que j'ai moi-même désiré
depuis le temps que je suis à cette place, tout ce que tout homme ou animal peut désirer à cette heure d'obscurité, et qui le fait sortir hors de chez lui malgré les grognements sauvages des hommes et des animaux insatisfaits. Voilà pourquoi je sais, mieux que l'acheteur inquiet, qui garde encore un temps son mystère, comme une petite vierge, élevée pour être putain, que ce que vous me demanderez, je l'ai déjà, et qu'il vous suffit à vous, sans vous sentir blessé de l'apparente injustice qu'il y a à être demandeur face à celui qui propose, de me le demander. Dites-moi donc, vierge mélancolique, en ce moment où grognent sourdement hommes et animaux, dites-moi la chose que vous désirez et que je peux vous fournir. Je vous la fournirai doucement, presque respectueusement, peut-être avec affection. Puis après avoir comblé les creux et aplani les monts qui sont en nous, nous nous éloignerons l'un de l'autre, en équilibre sur le mince et plat fil de notre latitude, satisfaits parmi les hommes et les animaux insatisfaits d'être hommes et insatisfaits d'être animaux. Mais ne me demandez pas de deviner votre désir. Je serai obligée d'énumérer tout ce que je possède depuis le temps que je suis ici pour satisfaire ceux qui passent devant moi. Et le temps qui serait nécessaire à cette énumération dessécherait mon cœur et fatiguerait sans doute votre espoir. Si vous voulez prendre une chaise, madame. Oh, my love. Hein? C'est... Sous quel astre, bon Dieu! Faut-il que je sois né pour être de fâcheux toujours assassinés? Il semble que partout le sort me les adresse, et j'en vois chaque jour quelque nouvelle espèce. Mais il n'est rien d'égal au fâcheux d'aujourd'hui. J'ai cru n'être jamais débarrassé de lui, et 100 fois j'ai maudit cette innocente envie qui m'a pris à dîner d'aller voir la comédie, où pensant m'égayer, j'ai misérablement trouvé de mes péchés le rude châtiment. Il faut que je vous fasse un récit de l'affaire, car je m'en sens encore tout ému de colère. J'étais sur le théâtre, en humeur d'écouter la pièce qu'à plusieurs j'avais ouï vanter. Les acteurs commençaient, chacun prêtait silence, lorsque d'un air bruyant et plein d'extravagance, un homme, à grand canon, est entré brusquement, en s'écriant « Oh là, oh, un siège, promptement !» Et de son grand fracas surprenant l'assemblée, dans le plus bel endroit la pièce troublée,
Eh mon Dieu, nos Français si souvent redressés, ne prendront-ils jamais un air de gens sensés? Ai-je dit, et faut-il, sur nos défauts extrêmes, qu'en théâtre public nous nous jouions nous-mêmes, et confirmions ainsi par des éclats de fou ce que chez nos voisins on dit chacun de nous? Tandis que là-dessus j'ai haussé les épaules, les acteurs ont voulu continuer leur rôle. Mais l'homme, pour s'asseoir, a fait nouveau fracas, et traversant encore le théâtre à grands pas, bien que sur les côtés il puisse être à son aise, au milieu du devant il a planté sa chaise, et de son large dos morgant les spectateurs, aux 3/4 du parterre a caché les acteurs. Ayoub, s'il te plaît, on commence une scène. Désolé. Si vous voulez prendre une chaise, madame. Oh, my love. Hein? Qu'est-ce que c'est? Madame Soldignac, Maggie, vous, Moi-même. Vous ici? Mais c'est de la folie! Pourquoi? Eh bien, hello! Je l'ai quitté. Et votre mari? J'ai amené Louis. Il venait pour affaire à Paris. Ah bon. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Comment? Ce que je viens de faire? Oh, ingrate! Oh, you naughty thing! How can you ask me what I've come to do here? Here's a man for whom I have sacrificed everything. My duty as wife. My conjugal faithfulness. Oui. I leave London. I cross the sea. All this reaching. And when I found him, he asked me, what are you coming for? Oui, mais ce n'est pas ça que je vous demande. Vous me parlez anglais. Je ne comprends pas un mot. Comment êtes-vous ici? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qui je veux? Il demande qui je veux. Mais je veux vous. Moi? Oh yes! Parce que je vois toujours moi. Oh Dini, où trouvez-vous? J'ai quitté London. J'ai traversé le Manche qui me rend bien malade. J'ai eu le mal de mer. J'ai rendu. Oui, ça suffit. Après. Non, j'ai rendu l'âme. Mais ça m'est égal, je disais, je vais le voir Louis et je suis là pour 8 jours. 8 jours? Une semaine? Vous êtes ici pour une semaine? Oh yes, une semaine, tout pour vous. Oh, disez-moi, vous m'aimez encore. Pourquoi vous n'avez pas répondu mes lettres? Je disais déjà, Crépine ne me aime plus. Oh yes, Crépine, vous aimez-moi. Oh, Crépine, tell me you love me. Mais oui. Quand je suis arrivée ce matin, j'ai tout de suite pris un ensemble pour venir. Oh, comme est difficile la route de vous pour trouver. Je sais pas, le cocher ne comprenait pas le français, il voulait pas me conduire. Ah, brave cocher. Je disais, cocher, allez rue Trémol. Il répondait, ne connais pas. Rue Trémol, oui. Maintenant, croyez-vous que si vous lui aviez dit tout simplement rue La Trémoille? Eh bien, je dis rue Trémol. Parfaitement. Oh, Crépine, que je suis heureuse. Vous venez me voir ce soir? Hein? Permettez. Oh non, ne dis pas non. J'ai trouvé une petite voie de chaussée toute meublée. 40 rue Roquepaille. Vous êtes descendu rue Roquépine? Oh non, avec ma Marie, à Little Chatham. Mais le rez-de-chaussée, c'est pour nous deux. Je vais le louer et vous viendrez ce soir, hein? Moi? Ah non, par exemple. Non, pourquoi non? Mais parce que c'est impossible. Est-ce que je suis libre? J'ai une femme, moi. Je suis marié, moi. Vous êtes marié? Mesdames. Ah, London, vous disiez, vous étiez bœuf. Comment bœuf? Bœuf! Ah, bœuf, c'est la même chose. Mais non, ce n'est pas la même chose, merci. Le veuf, il peut recommencer, tandis que le bœuf... Pourquoi vous m'avez dit? Eh bien oui, j'ai dit veuf, puisque j'avais laissé ma femme à Paris. C'est une façon de dire. Alors, what? C'est fini ensemble? Voyons, Maggie.
Je vous en supplie, un peu de raison. Certainement, je suis très touché. Mais enfin, ce roman ébauché à Londres n'avait jamais dû être éternel. Quoi, j'avais fait votre connaissance pendant la traversée. Vous aviez le mal de mer, j'avais le mal de mer. Nos deux cœurs étaient si troublés qu'ils étaient faits pour se comprendre. Ils se comprirent. À Londres, vous vîntes me voir tous les jours à mon hôtel. Je fis la connaissance de votre mari avec qui je me liais, et ce qui devait arriver arriva. Eh bien, contentons-nous de nous rappeler ce beau temps-là sans essayer de le recommencer. Aussi bien ici, je n'en ai pas le droit. Là-bas, j'avais une excuse. Il y a des choses qu'on peut faire d'un côté du détroit et qu'on ne peut pas faire de l'autre. J'avais un bras de mer entre ma femme et moi, ici je ne l'ai plus. Eh bien, faites comme moi. Ayez l'abnégation que j'ai. Oubliez-moi. Il y a d'autres beaux hommes que moi à Londres. Non, je ne pouvais pas. Je suis une femme fidèle. Je n'en ai eu un mari, je n'en aurai pas d'autre. Allons, voyons. Fidèle, oui, jusqu'à un certain point. Car enfin, votre mari... Tiens, quoi? Je suis toujours le même. Ah bon, comme ça? Non, non. Un seul mari, un moment seul. Bien, bien, si c'est un principe. Alors, Crippin, vous voulez plus de moi? Mais rendez-vous compte. Alors, well, adieu, Crippin. Adieu, chère madame. Adieu. Par ici. Oh, j'avais douté de cette chose. Aussi, j'ai préparé un écrit que je vais envoyer à mon mari. Goodbye, dear. Forgive me. I'm only a guilty wife who has known nothing left but death. I've been Mr. Rutland's mistress, 28 Tremont Street, who has forsaken me, and now I will kill myself. Eh bien, ça me paraît très bien, envoyez-lui ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez pas? Oh. Adieu, cher. Oubliez-moi. Je suis qu'une femme coupable qui n'a plus qu'à mourir. Hein? J'ai été la maîtresse de Mr. Vatland, 20 rue Tremont. Hein? Quoi? De Monsieur Vatland? Eh bien, voilà une idée. Et avec mon adresse. Il a... Comment dit-on en français? Il a plaqué moi, yes, et je me suicide. Mais c'est faux, vous n'allez pas m'envoyer. Oh, yes. Mais jamais de la vie, vous tuez vous. Et mon nom, mon adresse, 28 rue. Tremont. Tremont, oui. Eh bien, voilà une affaire. Maggie, ma petite Maggie. Il y a plus de petite Maggie. Mais c'est insensé, voyons Maggie, vous ne ferez pas cela. Non, eh bien, je me suicide. Oh mon Dieu. Eh bien, oui. Là, j'irai. Et vous aimerez-moi? Et je re-aimerai vous, là. Ah, je suis tout contente. Oui, je t'aime. Ah, crampon! Tu pouvais pas rester à Londres. Ah bon? Aujourd'hui, vous auriez le temps? Alors, venez avec moi. Où ça? N'importe où. Ah, j'y suis déjà allée. Ah bon? Ouais. Ah bon? Vous y êtes déjà allée? Ouais. Plusieurs fois déjà. Oh, mais alors ça n'a aucun sens. Je croyais que vous n'y étiez encore jamais allé. Oh, mais... Encore presque jamais déjà. Alors là, il faut que vous m'excusiez, je ne le savais pas. Ah, ça va de soi, en effet, vous ne pouviez pas savoir. C'est pas exactement ce que je veux dire. Pierre non plus, n'a jamais été là-bas. Pierre non plus? Non. Jamais? Non. Oh, j'aurais pas cru ça de Pierre. Pierre non plus n'a jamais été là-bas. Ah, je ne peux pas le dire avec certitude. Peut-être qu'il y a déjà été une fois avant. C'est bien possible, hein? Pierre, c'est justement le genre de type, quand il dit qu'il va là et là, c'est qu'il y va. Alors, vous y êtes allé? Oui, mais je ne suis pas restée longtemps là-bas. Oh, c'est déjà bien assez.
C'est ce que je dis. Qu'est-ce que j'en ai? C'est du temps perdu. C'est bien vrai. Le temps, c'est de l'argent. Ah, c'est inexact. Du temps j'en ai, mais pas d'argent. Si j'avais autant d'argent que de temps, j'aurais plus d'argent que de temps. Alors vous n'auriez plus le temps d'aller quelque part avec moi. Alors non. Mais aujourd'hui, j'aurai le temps. Ah bon? Aujourd'hui? Vous auriez le temps. Alors venez avec moi. Où ça? N'importe où. Oh, je suis déjà allée. Ah bon? Oui. Ah bon, vous y êtes déjà allé? Oui, plusieurs fois déjà. Oh, bah alors ça n'a aucun sens. Je croyais que vous n'y étiez jamais allé. Oh, mais encore presque jamais déjà. Là, il faut que vous m'excusiez. Je ne le savais pas. En effet, ça va de soi que vous ne vouliez pas le savoir. C'est pas exactement ce que je veux dire. Paul, non plus. Il n'a jamais été là-bas. Paul non plus? Jamais? Non. Ah, j'aurais pas cru ça de Paul. Alors, Paul n'a jamais été là-bas. Je peux pas le dire avec certitude, hein. Peut-être qu'il y a été une fois avant. C'est bien possible. Paul, c'est justement le genre de type, quand il dit qu'il va là et là, c'est qu'il y va. Alors, vous y êtes allé? Bon, oui, mais je suis pas restée longtemps. C'est bien assez. C'est ce que je dis. Qu'est-ce que j'en ai? C'est du temps perdu. C'est exact. Le temps, c'est de l'argent. Ah, c'est inexact. Du temps, j'en ai, mais pas d'argent. Si j'avais autant d'argent que de temps, alors j'aurais plus d'argent que de temps. Alors, vous n'auriez plus le temps d'aller quelque part avec moi. Alors non. Mais aujourd'hui, j'aurai le temps. Ah bon? Aujourd'hui, vous auriez le temps? Alors venez avec moi. Où ça? N'importe où. Ah. J'y suis déjà allée. Oh bon? Bon, vous y êtes déjà allé? Oui. Plusieurs fois déjà. Oh, mais alors ça n'a aucun sens. Je pensais que vous n'y étiez encore jamais allé. Oh, mais presque jamais déjà. Aujourd'hui, j'ai rien mangé. Je ne fais que boire. Votre père a un caractère difficile. Je peux? On peut parler franchement ici, il n'y a personne. Vous savez, il me semble que je ne survivrai pas un mois chez vous. J'étoufferai dans cette atmosphère. Votre père enfoncé dans sa goutte et dans ses livres, oncle Vania dans sa neurasthénie, votre grand-mère, et pour finir, votre belle-mère. Quoi, ma belle-mère? Tout doit être splendide chez les gens. Le visage, le vêtement, l'âme et la pensée. Elle est splendide, pas le moindre doute. Mais tout ce qu'elle fait, c'est manger, dormir, se promener et nous tenir sous le charme de sa beauté. Et voilà tout. Elle n'a aucun devoir, ce sont les autres qui travaillent pour elle. C'est ça, non? Et une vie oisive ne peut pas être pure.
Du reste, peut-être que je suis un peu trop sévère. Je ne suis pas satisfait de la vie. Pas plus que votre oncle Vania. Et nous devenons de vieux birbes tous les deux. Parce que vous êtes insatisfait de la vie. La vie en général, je l'aime. Mais notre vie à nous, provinciale, russe, petite bourgeoise, je ne peux pas la supporter. Et je l'avais prise de toutes les forces de mon âme. Quant à ma vie à moi, ma vie personnelle, eh bien, réellement, elle n'a rien de bien en elle. Vous savez, quand vous marchez par une nuit noire dans la forêt, et qu'en même temps, il y a une petite lumière qui brille dans le lointain, vous ne remarquez ni votre fatigue, ni l'obscurité, ni les ronces qui vous frappent le visage. Je travaille, cela vous le savez, comme personne dans le district. Parfois, je souffre d'une façon insupportable. Mais je n'ai pas de petite lumière dans le lointain. Je n'attends plus rien du tout pour moi. Je n'aime personne. Personne? Personne. Je ressens une certaine tendresse pour votre nourrice, c'est tout. En souvenir du bon vieux temps. Les paysans sont pareils, tous. Arriérés, ils vivent dans la crasse. Et les gens cultivés, il est impossible de s'entendre avec eux. Non, je vous le demande. Je vous en supplie. Ne buvez plus. Oh, quel honneur. Ça vous va tellement mal. Vous êtes gracieux. Vous avez une voix si douce. Plus même. Vous, plus que tous ceux que je connais. Vous êtes splendide. Pourquoi voulez-vous ressembler aux gens ordinaires qui boivent et qui jouent aux cartes? Ne faites pas ça, je vous en supplie. Vous dites toujours que les gens ne créent pas, qu'ils ne font que détruire ce qui leur a été donné par le ciel. Pourquoi, mais pourquoi vous détruisez-vous vous-même? Il ne faut pas. Il ne faut pas. Je vous en supplie. Je vous en conjure. Je ne boirai plus. Donnez-moi votre parole. Parole d'honneur. Je vous remercie. Basta. Je suis dessoulé. Vous voyez, je suis parfaitement lucide. Et je le resterai jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, continuons. Je dis, mon temps est déjà passé, il est trop tard pour moi. J'ai vieilli, je me suis usé au travail, je suis devenu un rustre, mes sentiments se sont émoussés, et semble-t-il, je ne pourrai plus m'attacher à quelqu'un. Je ne m'attacherai plus à quelqu'un, et je n'aimerai plus. Ce qui me touche encore, c'est la beauté. Ah ça, je n'y suis pas indifférent. Il me semble qu'Elena Andreevna, tiens, si elle le voulait, elle pourrait me faire tourner la tête en un jour. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, ce n'est pas de l'attachement. Qu'avez-vous? Rien. Pendant le grand carême, j'ai un malade qui est mort sous le chloroforme. Il est temps d'oublier ça. Dites-moi, Mihailovitch, si j'avais une amie ou une petite sœur, et si vous appreniez qu'elle enfin, mettons qu'elle vous aime, qu'est-ce que ça vous ferait? Je ne sais pas. Sans doute rien. Je lui ferai comprendre que l'aimer, je ne peux pas. Et puis, c'est pas ça que j'ai dans la tête, et si je dois partir, c'est l'heure. Adieu, ma colombe. Sans quoi, comme ça, on en aurait jusqu'au matin. Je passe par le salon si vous me permettez, sinon j'ai peur que votre oncle me retienne. Il ne m'a rien dit. Son âme et son cœur me sont encore cachés. Mais comment se fait-il que je me sente si heureuse? Je lui ai dit, vous êtes gracieux, noble, vous avez une voix si douce. Est-ce que c'était déplacé? Sa voix vibre, caresse. Tiens, je la sens dans l'air. Et quand je lui ai parlé de ma sœur cadette, il n'a pas compris.
maladie. Elle est gentille. Elle a bon cœur. Mais quel dommage qu'elle soit tellement pas belle. Pas belle. L'orage est passé. On respire bien. Où est le docteur? Il est parti. Sophie. Quoi? Jusqu'à quand serez-vous fâchée contre moi? Nous nous sommes fait aucun mal toutes les deux. Pourquoi serions-nous ennemis, voyons? Moi aussi, je voulais. Fini la colère. Et tant mieux. Papa s'est couché? Non. Il est assis au salon. Nous restons des semaines sans nous parler. Et Dieu seul sait pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Neraglovitch a soupé. Il y a même du vin. Buvons à l'amitié. Oui. Et dans le même verre. Comme ça, c'est mieux. Alors, on se tutoie? On se tutoie. Je voulais faire la paix depuis longtemps, mais je sais pas. J'avais honte. Pourquoi est-ce que tu pleures? Non, rien. Ça va aller, ça va aller. Et moi aussi, ma petite toquée, je me mets à pleurer. Tu m'en veux parce que j'ai l'air d'avoir épousé ton père par calcul. Si tu crois au serment, je t'en fais le serment. Je me suis mariée par amour. J'ai été séduite par un homme tellement célèbre, tellement savant. L'amour n'était pas véritable, une apparence. Mais moi, à ce moment-là, je pensais qu'il était véritable. C'est pas ma faute. Toi, depuis le jour de notre mariage, tu n'as pas cessé de me châtier avec tes yeux intelligents et soupçonneux. Allez, la paix, oublions. Il ne faut pas regarder comme ça. Ça ne te va pas. Il faut faire confiance à tout le monde. Sans quoi on ne peut pas vivre. Dis-moi, en toute conscience, comme une amie, est-ce que tu es heureuse? Non. Je le savais. Encore une question, dis-moi sincèrement. Tu voudrais avoir un mari jeune? Mais quelle petite fille tu fais encore? Bien sûr que oui. Allez, demande-moi encore quelque chose. Demande. Le docteur, il te plaît? Oui. Beaucoup. J'ai un visage bête, oui. Tu vois, il est parti. Et moi, j'entends encore sa voix et ses pas. Et quand je regarde la fenêtre obscure, eh bien, son visage m'y apparaît. Laisse-moi dire tout. Mais je ne peux pas parler aussi fort. J'ai honte. Allons dans ma chambre. Là-bas, nous parlerons. Je te parais bête. À vous. Dis-moi quelque chose sur lui. Quoi donc? Il est intelligent. Il sait tout faire. Il peut tout faire. Il soigne les gens. Il plante des forêts. Il ne s'agit pas des forêts, ni de la médecine. Ma chérie, comprends-le. C'est un talent. Et tu sais ce que c'est un talent? L'audace, la liberté de penser, l'élan et l'envergure. Il plante un petit arbre et il pense déjà à ce que ça donnera d'ici 1000 ans. Il voit déjà devant lui le bonheur de l'humanité. Les gens comme ça sont rares. Il faut les aimer. Il boit, il est parfois un peu grossier, mais où est le mal? Un homme de talent en Russie ne peut pas être tiré à 4 épingles. Pense toi-même, quelle vie il a ce docteur? La boue infranchissable sur les routes, le gel, les tempêtes de neige, les distances énormes, partout le besoin, les gens grossiers, vulgaires, les maladies.
Et dans une telle situation, il est bien difficile pour celui qui travaille et qui lutte jour après jour à 40 ans d'être tiré à 4 épingles et de ne pas boire. Je te le souhaite de tout mon cœur. Tu mérites d'être heureuse. Moi, je suis Terne, un personnage épisodique. Dans la musique, dans la maison de mon mari, dans tous les romans, je n'étais qu'un personnage épisodique. À proprement parler, Sonia, quand on y pense, je suis très, très malheureuse. Je n'ai pas de bonheur en ce monde. Non. Pourquoi ris-tu? Je suis si heureuse. Si heureuse. Je voudrais bien quelque chose maintenant. Joue. Je ne peux pas dormir. Joue. Tout de suite. Ton père ne dort pas. Quand il est malade, la musique l'énerve. Va lui demander. S'il se sent bien, je jouerai. Va. Tout de suite. Je vais jouer et pleurer. Pleurer comme une idiote. C'est non. Sim, sim, ratapataplan, sim, bof, sim, sim, ratapataplan, sim, bof, sim, sim, ratapataplan, sim, bof. C'est pas beau ça. Si, c'est beau. C'est pas de la musique. Avant, pourquoi pas des instruments à plumes? Sans compter les percussions et un von Karajan, où c'est? Quelle est la musique dans tout ça hein? Tout ça, c'est du bruit tout autour de la musique. C'est un emballage qui fait de l'effet sur les masses populaires, voilà tout. Quand on aime vraiment la musique, on n'a pas besoin de tout ça. Non. Mais tout de même, je le trouve un peu austère, votre concerto. Ça, c'est pas ce que j'ai voulu. C'est pas un concerto grosso, mon concerto. C'est plutôt un brin de bourgeois que j'ai voulu faire. J'ai pas cherché l'effet à tout prix. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la solidité de la construction. Alors forcément, ça donne une impression de sobriété, oui. Tout de même, moi, je trouve que vous avez tort de vous priver des avantages de la mélodie. Vous savez, les gens, ils aiment bien pouvoir chanter la musique qu'ils entendent. Les gens, on n'a pas besoin des gens. La musique, ça n'a rien à voir avec les gens. Moi, la musique, c'est un plaisir intime que je cherche dedans. Et je peux dire que je le trouve parce que je sais pas ce que ça vous a fait à vous. Mais moi, ça m'a fait rudement plaisir de le jouer à deux, mon concerto. Depuis le temps que je me cassais la tête à le jouer toute seule dans ce placard. Vous comprenez, on a beau faire ça, c'est un concerto qu'il faut être deux pour le jouer. Vous croyez vraiment qu'on ne pourrait pas aller le jouer ailleurs que dans ce placard, votre concerto? J'étouffe, moi. Non, il vaut mieux pas. D'abord, ça convient très bien à son caractère intime. C'est beaucoup plus intime que la musique de chambre.
C'est vraiment ce qu'on peut appeler de la musique de placard. Et puis ce qu'il y a surtout, c'est que mon mari est là. Il n'aime pas votre musique? Non. Je dois dire que ça a été une des déceptions les plus douloureuses de ma vie. À chaque fois qu'il voit que je compose, et pourtant ça fait pas de bruit quand je compose, et ben il me jette un verre d'eau à la figure. Et je vous assure, quand on est plongé dans une composition musicale qui vous absorbe complètement, au point qu'on fait plus attention à rien. Tenez, hier, en écrivant ça, je me suis aperçue tout à coup que je bavais. Et bah, quand on est dans un état comme ça, c'est pas agréable de recevoir un verre d'eau dans la figure. Faudrait vivre toute seule quand on est artiste. Et quand c'est l'être qu'on aime le plus au monde qui vous fait ça, faut vraiment avoir la musique dans le sang pour continuer à en faire. Ah, ma pauvre amie, non, je ne suis guère heureuse. J'ai bien du mal à vivre. Mais si vous êtes heureuse, vous avez votre art, votre souffrance, si vous avez la force morale de l'exprimer dans votre musique, vous êtes sauvée. Oui, peut-être. Mais je ne suis pas sûre d'avoir du génie. Mais si, vous en avez. Vous allez voir l'endroit de mon concerto tout à l'heure. Toute ma tristesse, j'ai fait passer dedans, vous verrez. Pourtant, le premier mouvement m'a paru d'une franche gaieté. Fallait bien. Le contraste, c'est indispensable dans l'art. On pourrait peut-être entrouvrir la porte du placard. Non, surtout, si mon mari nous entend, il va mettre la radio plein gaz à l'endroit où il y a du rock'n'roll et il n'y aura plus moyen de jouer de la musique. Et puis en plus, il vous fera rien pour le dîner. Alors continuons, la bougie va s'éteindre. Non, j'aimerais qu'on reprenne le premier mouvement, parce que vous n'y étiez pas. Hein. Ben, forcément, c'était la première fois. Déchiffrer, c'est pas commode. Allons-y. Pan, 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 bim, pan, bim, pan, bim, bim, pan, bim, bim, pan, bim, bim, bof, paf, poutric, trac, troc, pitruc, tric, tric, fric, pas fric, flic, mince, patapan, 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 tac, pif, tagadag, tagadag, soin, soin, chouif, criouf, flash, chouif, criouf, cruche, chouif, achi, oh, achi, et tagadag, 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 c'est dur, hein? Ce ne serait pas beau si c'était pas dur. Mais vous ne jouez pas dans le mouvement. Je sais bien, je manque de souffle. Je manquerais moins de souffle d'ailleurs si votre bougie faisait un peu moins de fumée. Oui, bah, faut que je fasse des économies. Hein. Si mon mari s'aperçoit que je dépense en bougie l'argent du ménage, je peux dire adieu à la musique. Ce serait dommage, parce que c'est beau. C'est fou tout ce qu'il y a comme trouvailles dans votre morceau. J'aurais pas cru qu'on pouvait faire des choses aussi touffues et complexes et variées et tout. Rien qu'avec des tagadags et des patapans. Vous voyez, moi-même je m'embrouille tellement c'est riche comme matière. Et vous voulez en plus que j'introduise de la mélodie là-dedans et des harmonies et des instruments et des carayanes. Allons, c'est pas sérieux. S'il s'était rendu compte de ça, Beethoven, il aurait pas écrit ce qu'il a écrit. À la seconde audition, on comprend mieux déjà. Tenez, il y a un passage que je trouve épatant, c'est quand ça fait patapan, 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 tac, pif, tagag, pan, pan. Et puis tout de suite après, tout doucement, l'introduction du pim, pim, pim. Et puis alors, une trouvaille, c'est le toin-toin de la fin. Oui, oh, ça le soin-soin, c'est déjà une concession au goût du public. Mais vous allez voir l'entendre. Trop tard, la bougie s'est éteinte. Ça fait rien, ça commence par un solo. Je le sais par cœur, je vais vous le jouer. On ferait peut-être mieux d'aller dîner. Votre mari doit se demander ce qu'on est devenu.
Oh, ne me parlez plus de mon mari. Qu'est-ce que c'est qu'un mari à côté de la musique? D'abord, les hommes, ça meurt. Moi, ce que j'en dis, c'était plutôt par politesse. Je vous écoute, mais faites vite. Je peux pas faire vite, c'est un andante. Allez-y. Rat-tapataplan, tapataplan, pataplan, taplan, plan. Rat-tapataplan, tapataplan, pataplan. C'est là que vous intervenez. J'ai oublié, hein. Plan. Rat-tapataplan, tapataplan. Badabadaboum. Taplan. Dabadaboum. Taplan. Badaboum. Taplan. Badoum. Taplan. Boum. Vous voyez, c'est un genre de fugue. Oui, c'est triste. Mais c'est beau. Beau. Oui. Percé jusque au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé. Ô Dieu, l'étrange peine. En cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur, le père de Chimène. Que je sors de rudes combats contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. Réduit au triste choix, ou de trahir ma flamme, ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini. Ô Dieu, l'étrange peine. Faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène? Père, maîtresse, honneur, amour, noble et dure contrainte, aimable tyrannie, tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire ternie. L'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour. Il vaut mieux courir au trépas. Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père. J'attire en me vengeant sa haine et sa colère. J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. À mon plus doux espoir, l'un me rend infidèle et l'autre indigne d'elle. Mon mal augmente à le vouloir guérir. Tout redouble ma peine. Allons, mon âme, et puisqu'il faut mourir, mourons du moins sans offenser Chimène. Mourir sans tirer ma raison. Rechercher un trépas si mortel à ma gloire.
Endurer que l'Espagne impute à ma mémoire d'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison. Respecter un amour dont mon âme égarée voit la perte assurée. N'écoutons plus ce pensée suborneur qui ne sert qu'à ma peine. Allons, mon bras. Du moins, sauvons l'honneur. Puisqu'après tout, il faut perdre Chimène. Oui, mon esprit s'était déçu. Je dois tout à mon père avant qu'à ma maîtresse. Que je meure au combat ou meure de tristesse, je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. Je m'accuse déjà de trop de négligence. Courons à la vengeance, et tout honteux d'avoir tant balancé, ne soyons plus en peine. Puisqu'aujourd'hui mon père est l'offensé, si l'offenseur est père de Chimène. Que le ciel à jamais, par sa toute bonté, et de l'âme et du corps, vous donne la santé et bénisse au jour autant que le désir le plus humble de ce que son amour inspire. Je suis fort obligée à ce souhait pieux. Mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien. Et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi s'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne, et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire, et je suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. Et j'en suis ravi de même. Et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandée, sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Et je ne veux aussi, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux mon âme tout entière, et vous faire serment que les bruits que j'ai faits, des visites qu'ici reçoivent vos attraits, ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne et d'un pur mouvement. Je le prends bien aussi, et crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute. Et ma ferveur est telle... Ouf! Vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein. Et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main? Je tâte votre habit, étoffe en émoilleuse. De grâce laissée. Je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on a vu ses bienfaits. Il est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai? Dites-moi. Il m'en a dit 2 mots. Mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tend de tous vos soupirs, et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels.
nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ces attraits réfléchis brillent dans vos pareils. Mais il étale en vous ses plus rares merveilles. Il a sur votre face épanché des beautés dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans animer en vous l'auteur de la nature, et d'une ardente amour sentir mon cœur atteint, au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint. D'abord, j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fût du noir esprit une surprise à droite. Et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle à faire mon salut. Mais enfin je connus, ô beauté tout aimable, que cette passion peut n'être point coupable, que je puis l'ajuster avec la pudeur. Et ceci qui m'y fait abandonner mon cœur. Semais, je le confesse, une audace bien grande, que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande. Mais j'attends mes vœux tout de votre bonté, et rien des vains efforts de mon infirmité. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine, ou ma béatitude, et je vais être enfin, par votre seul arrêt, heureux si vous voulez, malheureux s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Je vous écoute dire, et votre rhétorique, en termes assez forts, à mon âme s'explique. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur, et que le prompt avis d'un amour de la sorte ne pût bien altérer l'amitié qu'il vous porte? Je sais que vous avez trop de bénignité et que vous ferez grâce à ma témérité, que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse d'un violent transport d'un amour qui vous blesse et considérerez, en regardant votre air, que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autres façons peut-être, mais ma discrétion se veut faire paraître. Je ne redirai point l'affaire à mon époux, mais je veux en échange une chose de vous. C'est de presser tout franc et sans nulle chicane l'union de Valère avec Marianne, de renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut du bien d'un autre enrichir votre espoir. Louison? Madame, me voici. Louison, c'est grâce à moi que vous êtes ici. Votre père est chez nous fermier dans un domaine. Vos parents sont à moi. Je suis votre marraine. J'ai pris grand soin de vous dès vos plus jeunes ans et je vous ai reçu enfant chez mes enfants. M'aimez-vous? Dieu merci, plus que je ne puis dire. Votre cœur parle franc. Aussi vrai qu'il respire. Si, par obéissance, par nécessité, il fallait devant moi cacher la vérité. S'il vous fallait mentir. Je me tairai, madame. Mais si vous le deviez. Personne ne le doit. D'où vous vient le brillant que vous avez au doigt? Ah, malheureuse. Eh bien, vous gardez le silence? Songez que me voyant averti à l'avance, votre silence parle et peut en dire assez. Ce brillant m'appartient. D'où vient-il? Je ne sais. Prenez garde, Louison. Madame, il se peut faire qu'on soit, je répète, obligé à se taire. Si ma bouche est muette et doit ainsi rester, de mon respect pour vous, est-ce donc m'écarter?
Lisette peut se taire alors que je commande, mais Louison doit parler si je le lui demande. On m'appelle Lisette. Oui, dans cette maison. A-t-on changé le cœur aussi bien que le nom? De grâce, excusez-moi, je me sens si confuse. Ce cœur voudrait s'ouvrir, Mais il s'y refuse. Non, madame. Hésiter quand vous parlez ainsi, c'est trop souffrir pour moi. Cette bague est à lui. Mon fils, je le savais. Levez-vous donc, ma chère. Vous avez en tout cas mieux fait que de vous taire. Mais que prétendez-vous? Rien au monde. Et pourquoi, puisque votre secret s'échappe devant moi, cette sorte d'audace avec cette imprudence? On parle comme on peut, on agit comme on pense. Pensez-vous que le duc soit pour vous un amant et qu'on puisse à son gré trahir impunément? Vous croyez-vous assez pour être une maîtresse? Ma question vous choque et votre orgueil s'en blesse? Je viens de m'incliner, madame, devant vous. Mon orgueil tout entier est encore à genoux. Il peut, sans murmurer, souffrir qu'on m'humilie, mais non pas qu'on m'outrage ou qu'on me calomnie. On ne doit m'accuser d'aucune trahison. Oui, cela porte atteinte à l'honneur de Louison. À mon honneur, madame. Et pourquoi non, de grâce? Un brin d'herbe au soleil, comme on dit, à sa place. Pourquoi n'aurais-je pas la mienne, s'il vous plaît? Le monde est assez grand pour tout ce que Dieu fait. Vous parlez haut, Lisette, et changez de langage. Ma foi, madame, c'est celui de mon village. Mon père s'en servait. Et je l'ai toujours pris lorsque sur mon chemin j'ai trouvé le mépris. Certes, lorsque l'honneur s'unit à la noblesse, c'est un bien beau hasard qui trouve la richesse. Mais s'il est dans le cœur des gens qui ne sont rien, on devrait le laisser à qui l'a pour tout bien. Mais dans cette maison, à jaser de la sorte, songez-vous qu'il se peut... Il se peut que j'en sorte? Je ne le sais que trop. Et c'est ce triste pas qui m'a fait hésiter. Je ne m'en défends pas. Dire adieu, tout à coup d'abord à vous, madame, puis à tant de bienfaits, à tant de bonté d'âme. Perdre tout d'un seul mot, le présent, l'avenir. Oui, c'est là ce qui fait que j'ai failli mentir. Mais je le dis encore, même étant accusée, je ne puis supporter de me voir méprisée. Quand m'a-t-on jamais vu ou tromper ou trahir, qu'on m'apprenne mon crime avant de m'en punir? Vous venez à l'instant de l'avouer vous-même. Est-ce ma faute à moi si le Dieu dit qu'il m'aime? Si de tristes présents à regret d'accepter, ces discours importants sont capables. Assez! Je ne saurais vouloir ni de vos confidences, ni certes et moins encore de vos impertinences. Votre maîtresse est là, pas un mot de ceci. Mon fils dit qu'il vous aime, éloignez-vous d'ici. Puisque votre vertu se croit calomniée, vous la verrez sans peine ainsi justifiée. Vous avez tant d'esprit, trouvez quelque raison, inventez un prétexte et quittez la maison. Mais je ne l'aime pas, madame! Toi, Lisette. Non, je l'écoute dire et je reste muette. Je perdrai patience à voir ainsi mentir. Je perdrai patience à vous longtemps souffrir. Ainsi, vous me chassez? Est-il vraiment possible qu'un franc aveu vous trouve à tel point insensible? Et quoi? Sans un regret? Sans laisser à mes yeux ce regard qu'on accorde aux plus tristes adieux? Et mon père, madame, est-ce donc bien sa fille, Louison, l'honnête enfant d'une honnête famille? Louison qui, par votre ordre et contre son désir, est venue à Paris obéir et servir? Et qu'on verra demain, seul et désespéré, notre pauvre doigt rentré, déshonoré. Qu'ai-je fait? Votre fils, riche, aimé, tout-puissant, me marchant au hasard et m'achète en passant. Sûr qu'un peu d'or suffit et qu'un mot fait qu'on aime. Il s'écoute, il se plaît, il se répond lui-même. Et moi, lorsque je parle à force de tourment, au lieu de m'écouter, on me dit que je mens. Soit, il me souviendra d'avoir été sincère. Justice des heureux et des grands de la terre. Qu'importe un peu de mal, pourvu que dans un coin la victime oubliée aille pleurer plus loin. Ne te fais pas trop vite un chagrin sans raison.
en reparlerons demain. Bonsoir, Besan. Ouais, en fait, faut que je te dise. Oui, je t'écoute. Franchement, le prends pas mal, hein, c'est très sincère ce que j'ai à dire. Ouais. Donc voilà, Je t'écoute. j'aime pas trop ton visage. Je sais pas pourquoi. Merci. Comment ça, merci? Moi non plus, j'aime pas trop ta gueule. Je manque de charisme. Je sais pas, il y a un truc qui cloche. Le nez, peut-être. T'es pas très attirant. Puis tout à l'heure, je fais semblant de comprendre tes blagues. Quand tu t'es assis en face de moi, j'espérais que tu te sois trompé de table. Intellectuellement, je te sens plutôt limité. Hein. Je suis venue parce que mes potes m'ont obligée. Si le dégoût avait un visage, ce serait le tien. Normalement, un sourire, c'est beau. Mais toi, quand tu souris, ça me met mal à l'aise. Bon, je vais y aller. Hein. Oui, moi aussi. C'est pas très romantique. Heureusement. Bon, on peut lâcher nos mains. Oui, pardon. Bon, bah, c'était pas très bon. Ouais, j'espère qu'on ne se reverra pas. Moi aussi. Bon, si on se recroise par hasard, je fais comme si je t'avais pas vu. Tout pareil. Ah, madame, est-il vrai qu'une fois, au reste en vous cherchant, obéisse à vos lois? Ne m'a-t-on point flatté d'une fausse espérance? Avez-vous en effet souhaité ma présence? Croirais-je que vos yeux, à la fin des armées, veulent, Je veux savoir, Seigneur, si vous m'aimez. si je vous aime, ô Dieu, mes serments, mes parjures, ma fuite, mon retour, mes respects, mes injures, mon désespoir, mes yeux de pleurs toujours noyés. Quel témoin croirez-vous si vous ne les croyez? Vengez-moi. Je crois que... Eh bien, allons, madame, mettons encore un coup toute la Grèce en flamme. Prenons en signalant mon bras et votre nom, vous la place d'Hélène et moi d'Agamemnon. Deux, trois, en ce pays, réveillons les misères, et qu'on parle de nous, ainsi que de nos pères. Partons, je suis tout prêt. Non, Seigneur, demeurons. Je ne veux pas assez loin porter de tels affronts. Quoi? De mes ennemis prônant l'insolence, j'irai attendre ailleurs une lente vengeance, et je m'en remettrai au destin des combats, qui peut-être à la fin ne me vengerait pas. Je veux qu'à mon départ, toute l'épire pleure. Mais si vous me vengez, vengez-moi dans une heure. Tous vos retardements sont pour moi des refus. Courez au temple, il faut immoler. Qui? Pyrrhus. Pyrrhus, madame! Et quoi? Votre haine chancelle? Ah, courez, et craignez que je ne vous rappelle. N'alléguez point des droits que je veux oublier. Et ce n'est pas à vous à le justifier. Moi, je excuserai. Ah, vos bontés, madame, on gravait trop avant ces crimes dans mon âme. Vengeons-nous, j'y consens, mais par d'autres chemins. Soyons ses ennemis, et non ses assassins. Faisons de sa ruine une juste conquête.
Quoi? Pour réponse au grec, porterai-je sa tête, et n'ai-je sur moi le soin de tout l'État que pour m'en acquitter par un assassinat? Souffrez, au nom des dieux, que la grâce s'explique, et qu'il meure, chargé de la haine publique. Souvenez-vous qu'il règne, et qu'un front couronné... Ne vous suffit-il pas que je l'ai condamné? Ne vous suffit-il pas que ma gloire offensée devant une victime à moi seule adressée? Qu'Hermione est le prix d'un tyran opprimé, que je le hais. Enfin, Seigneur, que je l'aimais. Je ne m'en cache point. L'ingrat m'avait su plaire, soit qu'ainsi il ordonna mon amour ou mon père, n'importe. Mais enfin, réglez-vous là-dessus. Malgré mes vœux, Seigneur, honteusement déçus, malgré la juste horreur que son crime me donne, tant qu'il vivra, craignez que je lui pardonne. Doutez jusqu'à sa mort d'un cours incertain. S'il ne meurt aujourd'hui, je puis l'aimer demain. Eh bien, il faut le perdre et prévenir sa grâce. Il faut. Mais cependant, que faut-il que je fasse? Comment puis-je aussitôt servir votre courroux? Quel chemin jusqu'à lui peut conduire à mes coups? À peine suis-je encore arrivé dans les pires. Vous voulez, par mes mains, renverser un empire. Vous voulez qu'un roi meure. Et pour son châtiment, vous ne donnez qu'un jour, qu'une heure, qu'un moment. Aux yeux de tout son peuple, il faut que je l'opprime. Laissez-moi vers l'autel conduire ma victime. Je ne m'en défends plus. Et je ne veux qu'aller reconnaître la place où je dois l'immoler. Cette nuit, je vous sers. Cette nuit, je l'attaque. Mais cependant ce jour, il épouse Andromaque. Dans le temple déjà, le trône est élevé. Ma honte est confirmée et son crime achevé. Enfin, qu'attendez-vous? Il vous offre sa tête. Sans garde, sans défense, il marche à cette fête. Autour du fils d'Hector, il les fait tous ranger. Il s'abandonne au bras qui me voudra venger. Voulez-vous, malgré lui, prendre soin de sa vie? Armez avec vos Grecs tous ceux qui m'ont suivi. Soulevez vos amis, tous les miens sont à vous. Il me trahit, vous trompe, et nous méprise tous. Mais quoi? Déjà leur haine est égale à la mienne. Elle épargne à regret l'époux d'une Troyenne. Parlez, mon ennemi ne vous peut échapper. Ou plutôt, il ne faut que le laisser frapper. Conduisez ou suivez une fureur si belle. Revenez tout couvert du sang de l'infidèle. Allez, en cet état, soyez sûr de mon cœur. Mais madame, songez... Ah, c'est trop, Seigneur! Tant de raisonnements offensent ma colère. J'ai voulu vous donner les moyens de me plaire, rendre au reste content. Mais enfin, je vois bien qu'il veut toujours se plaindre de ne mériter rien. Je m'en vais seule au temple, où leur hymen s'apprête, où vous n'osez aller mériter ma conquête. Là, de mon ennemi, je saurai m'approcher. Je percerai le cœur que je n'ai pu toucher. Et mes sanglantes mains, sur moi-même tournées, aussitôt, malgré lui, joindront nos destinées. Et tout ingrat qu'il est, il me sera plus doux de mourir avec lui que de vivre avec vous. Non! Je vous priverai de ce plaisir funeste. Madame, il ne mourra que de la mort de reste. Vos ennemis par moi vont vous être immolés, et vous reconnaîtrez mes soins, si vous voulez. Allez, de votre sort, laissez-moi la conduite, et que tous vos vaisseaux soient prêts pour notre fuite. Clairlane, vous avez reconnu être l'auteur du meurtre de Marie-Thérèse Bousquet. Oui. Qui était Marie-Thérèse Bousquet? C'était une cousine à moi. Elle était sourde et muette de naissance. Vivante, elle était très grosse, et elle dormait très bien tous les soirs. Et elle mangeait beaucoup. Quand elle marchait, quelquefois, je ne pouvais pas le supporter. Je ne l'ai pas dit au juge.
pouvez essayer de dire pourquoi? Pourquoi vous ne l'avez pas dit au juge? Il se serait trompé, il aurait cru que je la détestais. Je ne la détestais pas. Je n'étais pas sûre de savoir lui expliquer, j'ai préféré me taire. Ce que je vous dis là, ça a rapport avec mon caractère, rien de plus. Dans le jardin, vous savez, madame, j'avais un couvercle de plomb au-dessus de ma tête. Les idées que j'avais auraient dû traverser ce couvercle pour que je sois... tranquille? Oui. Mais elle n'y arrivait que très rarement. Le plus souvent, les idées restaient à grouiller. C'était si pénible que plusieurs fois j'ai pensé à me supprimer. Ces pensées avaient trait à quoi? À votre vie? Non. Elles avaient trait à bien d'autres choses. J'ai eu des pensées sur le bonheur, sur les plantes en hiver, certaines plantes, certaines choses. Quoi? La nourriture, la politique, l'eau, sur l'eau, les lacs froids, les fonds des lacs, les lacs des fonds des lacs, sur l'eau qui boit, qui prend, qui se ferme, sur cette chose-là, l'eau, beaucoup, sur les bêtes qui se traînent sans répit, sans main, sur ce qui va et vient, beaucoup aussi sur la pensée de Cahors, quand j'y pense. Et quand je n'y pense pas, sur la télévision qui se mélange avec le reste, une histoire montée sur une autre montée, sur une autre, sur le grouillement, beaucoup, grouillement sur grouillement, résultat grouillement, etc. Sur le mélange et la séparation, beaucoup, beaucoup le grouillement séparé, non, vous voyez, détaché, grain par grain, mais collé aussi. Sur le grouillement, multiplication et division, sur le gâchis et tout ce qui se perd, etc., etc. Est-ce que je sais? Si j'avais réussi à vous dire pourquoi j'ai tué cette grosse femme sourde, vous me parleriez encore.